Notre rôle en tant que directeur d'innovation, c'est vraiment de rester ouvert à ce que les autres font mieux que nous et moins bien que nous. Trouver le bon interlocuteur, c'est jamais simple. C'est aussi notre rôle d'aider les startups justement à faire les connexions. Je nous appelle parfois le Tinder de l'innovation. Une innovation, l'idée est qu'elle aille vraiment dans le business pour être lancée et vraiment apporter la différenciation qu'elle est censée apporter. Sinon, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gâché en fait. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un secteur clé, un secteur vital en tension, l'énergie. Et pour cela, on va découvrir un grand groupe leader du secteur, Engie. Bonjour Théma, bienvenue. Bonjour Eleonore. Et bienvenue à tous. Et pour ceux qui nous découvrent, Update, c'est le format qui décrypte les décisions qui façonnent l'innovation. Dans cette première saison, on va découvrir 7 décideurs de l'innovation qui vont nous faire découvrir les coulisses des grands groupes français. On va commencer par notre question rituelle. Je voudrais savoir, avec l'expérience, sur quoi as-tu changé d'avis ? J'ai envie de dire, j'ai surtout appris quelque chose qui m'a amené à faire les choses un peu différemment. Ça remonte à ma première expérience professionnelle. J'étais à l'époque encore chef de projet innovation déjà, ça a commencé très tôt. Et donc c'était dans le domaine du papier technique. Je dirais presque que c'était le monde parfait parce qu'il y avait la R&D qui travaillait au service du business et à un moment donné, ça passait dans une unité qui, elle, testait en conditions réelles, qui étaient des équipes de développement dans les usines de production de papier. Et après, ça passait en prod, on va dire, à grande échelle. Et donc, on a sécurisé le marché, on avait trouvé les marchés, les cibles qui allaient porter cette innovation ou qui allaient acheter cette innovation. Et en fait, ce qu'on n'a pas couvert, c'est vraiment de convaincre l'usine qui allait produire ce produit innovant. Et en fait, c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est effectivement, la connexion avec le marché est quelque chose de très important, parce que finalement, l'innovation n'a de sens que si elle a un marché. En revanche, avoir des champions en interne qui la portent, qui y croient et qui font que elle va arriver au marché, c'est quelque chose d'aussi important. Et donc, à l'époque, donc c'était vraiment un groupe qui déposait plus de 100 brevets par an, donc vraiment orienté innovation. À l'époque, on a dû renoncer à la commercialisation, au développement de ce produit-là. Et quand, par la suite, cette activité a été vendue à un concurrent, la première des choses qu'il a faites, c'était de développer ce produit et le mettre sur le marché. Donc là, ça a été un premier apprentissage qui a fait que on peut pas négliger l'interne, en fait. On ne peut pas être concentré sur uniquement l'interne. Donc, c'est pour ça que je dis le marché fait partie, pleinement partie de l'innovation et de cette aventure, et que s'il n'y a pas un lien permanent avec l'innovation et le marché, ça ne peut pas fonctionner. En revanche, toutes les parties prenantes internes qui vont faire que cette innovation aboutisse, il faut pas les négliger. Donc ça, j'ai appris ça vraiment très jeune du coup. Très jeune et c'était un peu dur parce que quand j'étais dans ce groupe-là, moi je suis partie au moment où la décision était tombée de ne pas développer le produit, d'arrêter le produit. OK. De ne pas le lancer sur le marché comme nouveau produit. Et ce n'est que bien après, quand j'avais quitté le groupe et que je suis passée à d'autres fonctions, que j'ai appris que l'activité a été vendue et que le concurrent a développé ce produit. Ok, donc bel apprentissage pour la suite. J'avais un peu la haine quoi. quand même. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui a bien marché aussi en plus. Oui, ça a bien marché. Et puis vous imaginez la fougue, la jeunesse. On y croyait. On était à l'époque, on était vraiment très peu nombreux en innovation, mais quand même, ça avait sa place. C'était vraiment la petite équipe, on va dire star. Et on avait vraiment fait un travail. C'était pas que moi, c'était toute l'équipe. Un travail vraiment exceptionnel dans la définition du marché, l'identification des acteurs, la quantification du marché, le sizing, plein de choses qu'aujourd'hui, évidemment, on se dit, en tout cas moi, au quotidien, je me dis, on ne peut pas lancer une innovation sans ce travail-là. Et c'est malheureusement souvent la raison d'écueil de l'innovation quand il n'y a pas un lien avec le marché. Intéressant. Et on peut savoir de quelle innovation il s'agissait ? C'était le papier intelligent.
Ok. Et c'était un papier qui avait une surface conductrice. Et très tôt, donc on travaillait avec le Royaume-Uni, donc c'était à l'époque le début de Harry Potter. Et donc on avait identifié que des cartes interactives Harry Potter pouvaient avoir un potentiel incroyable pour tous ces fans d'Harry Potter et ces écoles de sorcellerie. Et en fait, il y avait vraiment un marché. Et donc on avait trouvé le stylo qui pouvait être le stylo conducteur, qui pouvait communiquer avec un ordinateur. Et voilà. Et donc c'est pour quel grand groupe, pardon? C'était Arjo Higgins à l'époque. Okay. Eh bien, quelle aventure. Ouais. Pour ces apprentissages et pour un peu comprendre davantage comment ça a pu impacter aujourd'hui justement ton rôle et tes missions dans ton quotidien de directrice innovation, est-ce que tu peux nous parler maintenant plus concrètement d'une innovation en particulier? Alors, sous le prisme de la décision, c'est-à-dire un peu pour qu'on puisse se plonger dans le contexte de celle-ci, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Alors, les exemples, il y en a plein. Donc, j'ai pris ce poste il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, la première décision quand je suis arrivée, donc déjà, la décision fait partie pleinement de notre process innovation. Alors, je ne vais pas dire qu'avant moi, c'était pas bien, après moi. Je pense que les choses que nous avons mis en place quand je suis arrivée, c'est parce que il y a eu plusieurs années de tests où on a testé différents modèles qui ont fonctionné, qui ont moins bien fonctionné. Et donc, en tous les cas, quand je suis arrivée, il y avait une nécessité de revoir le portefeuille de projets, de nettoyer un petit peu, et puis de se poser la question, la première question que j'ai posée, est-ce qu'il y a un marché pour ce qu'il y a là-dedans, dans ce portefeuille? Et donc, la première décision, c'était ça. Il y a un marché, on garde, on pousse et on sort. Ça peut pas rester indéfiniment dans le portefeuille. Non, il n'y a pas de marché. Donc, à ce moment-là, on arrête et on explique pourquoi on arrête. Et donc, effectivement, cette question, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il n'y a pas de marché? Souvent, on m'entend dire, je ne veux pas de Tanguy chez moi. Alors, la référence, tout le monde ne l'a pas, bien évidemment. Mais je dis une innovation, quelle qu'elle soit une incubation, qu'elle soit une start-up, qu'elle soit, quelle que soit l'histoire, qu'elle soit intrapreneuriale ou une nouvelle offre ou un nouveau business, peu importe. L'idée est que ça passe très vite, qu'elle sorte de cette bulle qui s'appelle l'innovation et qu'elle aille vraiment dans le business pour se confronter au marché et pour être lancée et vraiment apporter la différenciation qu'elle est censée apporter. Sinon, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gâché en fait. Et qu'elle soit validée en interne. Exactement. Alors, bien sûr, l'apprentissage de mon jeune âge fait que deux obsessions ont continué à m'animer. La première, est-ce qu'il y a un marché? C'est vraiment la première que je pose. Est-ce qu'il y a un potentiel de marché? Est-ce qu'il y a une traction? Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que ça apporte une nouvelle fonctionnalité? La deuxième, qui sont nos champions? Et est-ce qu'il y a un buying en interne? Et qui sont ceux qui vont l'apporter après, bien sûr? Qui sont ceux qui l'apportent avec nous pendant le développement? Parce que ce que je ne souhaite pas non plus, et je pense pas que ça soit souhaitable pour une innovation, c'est que ça soit toujours l'affaire de la direction innovation. Ce ne sont pas les projets de la direction d'innovation, ce sont les projets du business portés ou on va dire accompagnés par l'innovation ou facilités par l'innovation qui permet juste d'accélérer les choses parce que on sait que le business est focalisé sur son quotidien, sur les opérations, sur les clients. Et qu'ils ont très très peu de bandes passantes aujourd'hui, de plus en plus, avec l'accélération de nos marchés et des enjeux et des contextes économiques ou géopolitiques, de faire que plus que jamais, le quotidien opérationnel et les clients sont une priorité, notamment dans le domaine de l'énergie, pour fournir une énergie décarbonée 24/7 et qui soit accessible, comme on dit en anglais, affordable. Est-ce que tu as un exemple précis d'une innovation qui aurait pu justement répondre à ce marché et tous ces enjeux? Alors, un exemple, c'est lorsqu'on est dans le domaine du gaz vert, du biométhane, une unité de méthanisation, elle s'installe quelque part et elle a besoin d'intrants, ce qu'on appelle des feedstocks. Alors, bien évidemment,
quand on parle d'une source verte d'énergie, on inclut aussi la logistique autour et toute l'empreinte carbone que la logistique peut avoir, en plus du poids économique que ça pourrait avoir. Donc je rappelle que le groupe a une ambition d'être net zéro carbone à 2045. Donc ça veut dire que sur les 3 scopes, il faut que l'on contrôle et que l'on annule finalement cette empreinte carbone. Donc, pour revenir à l'exemple du méthaniseur, un méthaniseur ne peut pas être installé quelque part dans un no man's land où il faut amener tous les feedstocks à des milliers de kilomètres. Est-ce que tu peux nous l'expliquer globalement aussi ce que c'est qu'un méthaniseur? Un méthaniseur, c'est ce qui transforme la matière première, les déchets organiques qui entrent, en biogaz qui, lui, donc c'est du gaz vert. Quand on entend parler de gaz vert d'Engie, c'est vraiment une réalité. Ça vient des matières organiques qui sont transformées, contrairement à du gaz hydrocarbure qui, lui, est un produit qui vient des puits de pétrole. Donc aujourd'hui, le groupe n'a plus du tout de production de gaz hydrocarbone. On s'est séparé de ces activités-là en 2015, je crois, ou en 2016. Donc on a vraiment fait le shift vers du gaz vert, donc à base de matières organiques. Donc, une unité de méthanisation, un méthaniseur, a besoin d'intrants. Ces intrants sont des déchets organiques. Alors, je parle pas du compost, je parle de quantités un peu plus importantes, qu'on va trouver soit auprès des agriculteurs dans les alentours, soit des industriels de l'agroalimentaire. Et donc, le plus gros risque d'un développement greenfield, c'est-à-dire il y a rien et on veut construire une unité de méthanisation, c'est justement la disponibilité, la sécurisation des prix, la cyclicité de la production de ces matières premières. Et donc tout ça représente un risque énorme pour la continuité de production du biogaz. Et donc, dans un projet comme celui-ci, lorsqu'un dossier est présenté pour investissement, on regarde le risque qui est associé. Et donc, une des questions que le business est venu nous voir avec, c'est comment pouvons-nous réduire le risque lié à des projets greenfield pour le développement des méthaniseurs. Donc, ce que nous avons fait, effectivement, c'est développer un nouveau business model qui permet de situer un méthaniseur dans un environnement où il peut y avoir des acteurs industriels et agriculteurs qui vont, eux, en fait, c'est une sorte de plateforme, de nouveau business model, parce que ça ne se faisait pas comme ça, qui permet d'avoir une sorte d'enchère inversée. Au lieu que le business développeur aille frapper à toutes les portes des uns et des autres, en prenant le risque de ne pas tomber au bon moment et de se faire claquer la porte au nez, de se dire, OK, combien de matières premières vous avez? Vous les produisez à quelle périodicité? À combien vous faites la tonne ou le kilo? Donc, tout ça, plutôt que de l'avoir de façon discrète, discontinue, à la sueur du front du business développeur, en fait, ce sont les fournisseurs de matières premières qui, eux, vont dire, moi j'ai tant de kilos de telle matière première, je les produis à telle période de l'année, tous les X mois. Et donc voilà, ça permet d'agréger, ça permet d'avoir aussi non pas une spéculation sur les prix, mais des prix certains, si bien qu'à la fin, lorsque l'on présente à un comité d'investissement un dossier comme celui-ci, le niveau de risque lié au feedstock, à la disponibilité du feedstock, elle est vraiment limitée. Pas complètement annulée, mais on va dire très très maîtrisée. Ça a aussi une autre vertu, c'est le temps de développement. C'est-à-dire que le business développeur, s'ils sont que 2 business développeurs à sillonner toute une région Est ou région Sud ou peu importe la région, et ben là, c'est comme si on démultipliait la force commerciale par un facteur 3 ou 4 et ça permet d'adresser l'ensemble des acteurs de façon simultanée et en un temps très très court. Donc gain de temps, gain d'énergie, enfin d'énergie humaine. Oui. Et donc, forcément, gain d'argent, parce que forcément, on améliore la rentabilité ou la productivité, finalement, d'un tel projet. OK. Et donc ça, c'est un projet, en tout cas, un nouveau business model, comme tu dis, Exactement. Qui a été développé. Qui a été développé depuis l'équipe innovation. Donc, on a commencé il y a
1 an, on va dire. On a Ok. commencé sur un petit échantillon. On avait 2 zones en priorité, UK et la France. Et dans un deuxième temps, les Pays-Bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces marchés-là sont complètement différents des uns des autres. C'est que on peut pas faire du copy-paste. On doit aussi tenir compte Vous adaptez du au marché tissu, local. exactement, du Ok. tissu économique et de l'écosystème. Donc, on a commencé par un POC. Aujourd'hui, le POC prend bien et on passe en scale-up. Là, on a un certain nombre de projets en France qui se lancent avec cet outil-là qui s'appelle MetaNow. Que vous avez développé en interne ou Qu'on est-ce a- que vous avez... que nous avons développé en ok. interne, co-développé en interne, parce que ce qui est important, c'est d'avoir le business on board depuis le début, c'est-à-dire que nous travaillons avec les équipes opérationnelles qui sont sur le terrain, qui nous permettent justement de ne pas rater certains fondamentaux du marché que nous n'avons pas. Parce que c'est ça l'erreur quand on se dit c'est le projet de l'innovation, c'est de se dire on sait mieux que le business. Non, on ne sait pas mieux que le business, nous ne sommes que la deuxième ligne et c'est pour ça que nous avons besoin du business pour être pertinent. Travailler en interne, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement, en synergie et vraiment avoir le buying depuis le début. Donc le succès aussi, comme on a travaillé depuis le début avec les équipes opérationnelles, il n'y a pas de problème de handover à la fin. Et tout le monde est embarqué. exactement. Très bien. Et donc, on parle d'une plateforme, donc d'outils IT. Là aussi, on a anticipé toutes les contraintes, toutes les exigences qui sont finalement liées à nos activités, donc cybersécurité ou autre. Donc, on avait tout ce cahier des charges dès le départ, on l'avait intégré pour que lorsque on passe du POC au scale-up déploiement. et ça s'intègre aux outils du groupe, on perd pas 6 mois ou 8 mois à faire tout ça. Donc ça aussi, c'est un succès en soi parce que on n'a pas besoin d'une disponibilité des gens de l'IT sur 1 an, attendre le budget pour définir du temps homme ou des choses comme ça. Il y a d'autres métriques qui permettent de mesurer un peu ce succès? Alors après, bien évidemment, on pourra compter le nombre de projets qui ont été développés par la suite. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on est dans une industrie du service, parce que Engie ne produit pas grand-chose en tant que tel, on est fournisseur d'énergie, donc on fournit un service à nos clients. C'est différent de lorsque on fait de la production à grande échelle. Et donc, on peut compter le nombre de produits qui ont porté les innovations et on peut avoir des facteurs, à plusieurs zéros. Ce qu'il faut garder en tête, c'est nous, ce que nous permettons d'avoir, c'est une accélération du time to market. Donc ça, on peut le mesurer. On peut avoir une économie de temps, donc une économie que l'on fait faire au business. Une accélération aussi, donc la multiplication d'une force commerciale, c'est comme si on avait X business developer, ça aussi on peut le mesurer. Et puis bien sûr, le temps qu'on a gagné si on était parti sur un développement qui était passé commande, qui était passé dans une commande à l'IT ou des choses comme ça. Ok. Et donc, quel va être votre objectif au final quand vous allez chercher à justement innover? C'est ce fameux peut-être objectif de 2045 de vraiment être plus bas en carbone. Est-ce qu'il y en a d'autres avec des résultats peut-être un peu plus tangibles? Alors, tous nos projets, tout ce que nous faisons partout dans le groupe, que ce soit l'innovation ou le business, tout ce qui nous motive, c'est décarboner et fournir une énergie verte en continu, 24/7. On va dire la flexibilité et la décarbonation, ce sont 2 sujets centraux dans le groupe, quelle que soit l'activité dans laquelle nous sommes. Donc, que ça soit pour des besoins de flexibilité ou des besoins de décarbonation, ce sont toujours ces 2 thèmes-là dans lesquels s'inscrivent tous les projets d'innovation que nous avons. On commence aujourd'hui à discuter sur des sujets de flexibilité liés à des data centers. On a des innovations que nous n'avons pas en interne, mais que nous allons chercher dans des startups, par exemple, parce que là, on a évoqué l'exemple d'une activité qui est dans interne. Dans l'équipe innovation, mais on a aussi des innovations que l'on peut utiliser à l'extérieur parce que ça ne fait pas sens de développer. Comme lesquels, par exemple par exemple, les jumeaux numériques. On a une collaboration avec une start-up qui s'appelle SAMP,
et qui a fait l'objet d'un investissement de la part du CVC qui n'est pas dans mon scope. Et donc, sur la base d'un besoin opérationnel, c'est jamais, en fait, tout part d'un besoin opérationnel. Rien ne part de l'innovation, c'est-à-dire on force le business à prendre des choses. Ça, on a bien compris, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement des besoins et un alignement des ambitions. Et donc, lorsqu'il y a eu ce besoin du business à avoir une amélioration, on va dire, de la mise à jour des installations, de gain de temps et tout ça, cette solution SAMP a été une solution qui s'est un petit peu imposée. Aujourd'hui, la startup performe d'ailleurs, elle s'exporte aux États-Unis et c'est devenu une solution qui a été un peu standardisée aussi dans le groupe et qui commence on a commencé avec une activité. Laquelle? StoreNG. Et aujourd'hui, on commence à regarder d'autres activités dans le groupe, justement, parce que il y a... C'est quoi les impacts, par exemple, de cette collaboration? Alors, en fait, quand vous avez une installation, quelle qu'elle soit l'installation, au début, vous avez un matériel, des équipements. Je vais donner des choses qui peuvent parler aux gens. Des chaudières, on connaît la caractéristique, on connaît tout ce qui fait cette installation. Au début, on a les systèmes d'étalonnage, on a la référence, les puissances. Au fil du temps, quand il y a de la maintenance, on ne sait plus trop qu'est-ce qui a changé, sur quoi on est intervenu. Donc tout cet historique-là, qui jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était de façon très voilà. Et puis après, c'était informatisé ou c'était informatisé sur des tablettes. Mais là aujourd'hui, on a cet équipement qui vient. Donc c'est une espèce d'exosquelette qui est porté par quelqu'un et qui lui permet de filmer un environnement. Et donc très vite, on peut avoir ce jumeau numérique qui nous permet finalement d'améliorer la maintenabilité et l'accès à certains équipements qui sont dans nos installations. Donc du gain de temps, encore une fois, et du gain d'argent pour tout le monde. Et vraiment un facteur de succès, Exactement. Puisque tu disais qui a été déployé, qui est en train d'être déployé. Qui est en train d'être déployé. Alors c'est toujours un petit peu compliqué dans les grands groupes. Je pense pas que notre groupe soit le seul. C'est sûr. Trouver le bon interlocuteur et faire en sorte que les choses, on va dire, cliquent à un moment donné, c'est jamais simple. C'est aussi notre rôle d'aider les startups justement à faire les connexions. Moi, je nous appelle parfois le Tinder de l'innovation, ou alors le pont. En fait, on construit, on passe notre temps à construire des ponts entre les activités, parfois même en interne, parce que typiquement SAMP, on l'a dans un forum interne. Il y a une personne du business qui a présenté cette innovation à d'autres personnes du groupe, et donc à un moment donné, ça a intéressé d'autres activités, et donc voilà, on accompagne, on aide pour que les connexions se fassent et pour que cette synergie et cette transversalité soient une réalité. Génial. Pour rentrer dans un autre pan un peu de notre discussion, est-ce que tu aurais à contrario, un exemple d'une collaboration ou peut-être juste d'une autre innovation qui aurait moins fonctionné? J'en ai une qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est une collaboration avec une start-up. C'était une start-up qui développait tout ce qui est combustible solide. Alors, les chaudières peuvent fonctionner au gaz. Et dans le verdissement de ces chaudières industrielles, il peut y avoir de la biomasse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la biomasse, on va dire, du point de vue de l'Europe, on peut pas, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un merit order ou quelque chose comme ça, mais en tous les cas, il y a une priorisation on va dire, aux applications d'usage de la biomasse. Et donc, une alternative est de garder le même brûleur, donc la même chaudière, mais d'utiliser des combustibles solides qui peuvent venir là aussi de matières organiques qui suivent un certain process justement pour devenir des black pellets qui pourraient s'injecter dans... C'est quoi, pardon? C'est comme du combustible solide en fait. D'accord. Du black pellet, c'est comme du charbon solide, des petits trucs, des petits
pellets de charbon, mais en fait, c'est pas du tout du charbon. Hein. Et c'est pour ça qu'on les appelle les black pellets. Et donc, ça pourrait aller dans le brûleur, sans rien changer. Donc, pour l'industriel, il y a aucun changement, aucun capex, aucun investissement. Donc, on a commencé à regarder justement l'intégration de cette technologie-là, de cette solution-là, dans une offre de verdissement des chaudières. Jusque-là, tout va bien. On commence par dérouler notre process, le market sizing, ainsi de suite, jusqu'au moment où on comprend qu'il y a un risque de verrou technologique parce qu'en même temps, il y avait une caractérisation qui se passait dans un de nos labs, la caractérisation de ce que produit justement cette start-up comme intrant, là encore, hein, comme combustible, pour voir la qualité. Est-ce qu'il est friable? Est-ce qu'il dégage autre chose? Et donc, je comprenais que des tests de caractérisation, qu'il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Et donc, pour moi, il y a toujours un triptyque. Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que c'est désirable, le marché? Et est-ce que c'est viable économiquement? Désirable, on avait l'impression qu'il y avait un marché parce que effectivement des chaudières qui fonctionnaient encore au gaz, il y en avait encore pas mal. Et le fait qu'il n'y ait pas de changement, il n'y ait pas de capex, il n'y a pas de rétrofit à faire, c'est très bien. Faisable techniquement, je commençais à avoir des doutes. La viabilité économique, why not, dans la mesure où on considérait que la start-up pouvait être solide. Donc j'avais des doutes sur ces deux paramètres-là. Et donc à un moment donné, dans ce que nous faisons, nous, dans cette petite équipe innovation, nous voulons être technologie agnostique, en fait. On ne se préoccupe pas, on n'est pas drivé par la technologie, on est plutôt drivé par le business. Et on souhaite designer des solutions par le business, en fait, qui répondent à un besoin business. Et donc, à un moment donné, il y avait un risque sur la disponibilité d'une solution clé en main, avec zéro risque, zéro verrou technologique. Et pour moi, ça, je ne l'avais pas. Pour moi, le TRL qui était annoncé, un TRL 8 ou 7, je me rendais compte qu'il était plus bas. Et pour moi, c'était un no-go. Et donc, on a dû arrêter le projet. On a dû mettre un stop, un hard stop, parce qu'on considérait que la technologie, dans le process que nous avons entamé pour mettre sur le marché une offre de décarbonation des chaudières était risqué. Risqué d'un point de vue réputationnel pour le groupe, parce que le groupe allait faire une promesse au marché qui n'allait pas pouvoir tenir. Pour moi, ça, c'était un no-go. Et pour creuser peut-être sur cette histoire ou si d'autres idées te viennent, en fait, j'ai avec moi quelques cartes. Oui, l'idée, c'est que donc je vais te les donner. Tu vas pouvoir en tirer tout d'abord une et lire la phrase à haute voix et la compléter. Donc je te laisse. L'indicateur que j'ai mal interprété, c'était le ROI. Alors, je m'insurge toujours contre le ROI pour l'innovation. C'est toujours un grand sujet dans les directions d'innovation. Oui, mais encore une fois, si on produisait je ne sais combien de tonnes de quelque chose à la journée, oui, c'est facile. Mais le problème, c'est que pour moi, ce n'est pas un indicateur pertinent. Pourquoi? Parce que il ne traduit pas ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le fait d'économiser du temps, le fait d'accélérer un business, le fait de réduire un risque. Le ROI, il traduit rien du tout de tout ça. Donc, le jour où un financier peut m'expliquer que le ROI peut expliquer ça, je veux bien plancher dessus. Je veux bien plancher dessus. Pour l'instant, alors là encore, il s'agit pas de dépenser des sommes, des sommes infinies. Il s'agit de rester lean et de faire le juste qu'il faut pour prouver l'intérêt d'une solution qui est différente, l'intérêt du point de vue du marché, parce qu'elle va apporter une différenciation. Et là, le ROI, du coup, en l'occurrence, dans cet exemple, tu dis que c'était quand même l'élément qui, en tout cas, vous a fait changer d'avis. Oui, parce qu'en fait, il y avait plein de gens autour de nous qui calculaient justement, qui faisaient des simulations de tant de tonnes, et ils disaient que il y avait un bon ROI.
Oui, peut-être. Mais pour moi, le risque était ailleurs. Donc, si on avait suivi que le ROI, potentiel, encore une fois, c'est un ROI théorique. Je pense que si on l'avait montré à un financier, il aurait rigolé. Mais le fait de se dire, on focalise là-dessus en ne regardant pas l'ensemble, je pense que ça, c'est une erreur. Ok, intéressant. Alors, je t'invite à piocher une autre carte. Ah. Ce que tout le monde ignore au sujet de l'innovation chez Engie, c'est que c'est vraiment connecté au business et nous travaillons main dans la main dans le business. Et si on n'est pas connecté au business, on ne fait pas. Je dis toujours. Ça représente quoi, pardon, le business, c'est quoi comme... Le business, le groupe a 4 verticales. Okay. Donc, le renouvelable, les infrastructures, les local energy infrastructure, et on a une activité de trading et B2B. Donc, si ce n'est pas connecté aux activités d'une de ces verticales, on ne fait pas. C'est simple, on ne prend pas le stylo. Ça aussi, c'est une expression que l'équipe me reprend à chaque fois. On ne prend pas le stylo. Pourquoi ? Parce que on prend le risque que ça devienne le sujet de personne. Donc, on aura passé du temps et de l'argent à développer quelque chose qui n'intéresse personne à la fin. Et comment se font les remontées métiers de ces business ? Alors, dans les deux sens. Soit on fait des teasers parce qu'on sait que y a tel sujet qui va intéresser un business, et donc on creuse un tout petit peu pour aller leur parler et justement les intéresser à un sujet. On a aussi la possibilité de travailler sur la base de données start-up que nous avons. Et donc, on a des forums qui nous permettent de réunir un certain nombre d'acteurs. On a un réseau interne d'innovation. Alors, il n'est pas énorme par rapport au groupe, mais il suffit d'en avoir quelques-uns qui s'intéressent à certains sujets et qui ont justement la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le groupe et qui nous parlent pour justement aller piocher les sujets. Donc, je dis dans les deux sens. Donc, soit c'est comme l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, où c'était le business qui était venu nous voir en posant la question comment on peut réduire un risque ou comment peut-on faire ci ou ça. Mais ça peut être aussi nous qui poussons certains sujets, et ce ne sont pas des sujets complètement à côté de la plaque. Le groupe a une stratégie qui se décline en stratégie par verticale, et donc tout le monde est animé par la même chose. Les priorités stratégiques sont, entre guillemets, connues, sans peut-être le détail qui va dans le métier vraiment en profondeur. Mais en tous les cas, on sait que les grandes lignes sont, encore une fois, la décarbonation, la flexibilité, le 24/7 pour nos clients. Pour la dernière rubrique, j'ai quelques petites questions à te poser. L'idée, c'est un format assez court, 3 questions, des réponses assez rapides. Ok. Alors, la première, c'est selon toi, quelle est l'innovation qui va bouleverser le secteur énergétique dans les 5 prochaines années ? Vraiment l'utilisation de tout ce qui est digital au service de l'énergie. Je dirais pas que l'IA, mais en tous les cas, tout ce qui est digital au service de l'énergie. Je rebondis quand même un peu, mais sur l'IA, est-ce que tu aurais un exemple applicatif de... Typiquement, le jumeau numérique, ça utilise un peu l'IA. Aujourd'hui, tous les modèles, justement, que les activités de trading proposent à nos clients, il y a de l'IA dedans et qui leur fournit énormément d'informations et énormément de data utiles pour eux, pour leur business. Les drones que nous utilisons pour la surveillance de nos assets, de nos installations, soit électriques, soit de production d'énergie verte, ça aussi, ça utilise aussi l'IA derrière. Donc, aujourd'hui, on a aussi l'IA dans tout ce qui est B2C. Donc, quand on regarde la consommation des clients et on arrive à avoir des propositions pour les clients qui matchent pile poil ce qu'ils font, notamment sur des systèmes de charge, par exemple, de véhicules ou des choses comme ça. Ou alors, on a des agents IA qui aident dans la relation client. Donc, je n'ai pas envie de limiter uniquement à l'IA, mais je pense que de façon générale, tout ce que ce domaine digital apporte à nos métiers,
si on arrive à l'exploiter de façon, on va dire, presque industrielle, je pense que ça va bouleverser tout le marché de l'énergie. Très bien. Et si tu avais Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, en face de toi, quelle question lui poserais-tu ? Pour quand vraiment la décarbonation ? Il va pas m'aimer. Est-ce que selon toi, ils sont plus ou moins impliqués ou peut-être le montrent-ils pas assez ? Non, honnêtement, c'est peut-être plus une question taquine, mais je pense que ils ont fait un autre choix que le groupe. Ouais. Engie a fait le choix de faire complètement un shift vers le zéro carbone. Ne plus être dans des activités d'exploration et de production. On s'est débarrassé de ces activités très très tôt, le GNL, et c'était vraiment à l'époque c'était des vaches à lait quand même, hein, mais voilà, c'était le choix du groupe de se focaliser sur l'énergie verte. Alors ça pouvait sembler à l'époque un peu ubuesque, un peu osé, mais aujourd'hui on se rend bien compte que on avait raison de le faire, et aujourd'hui toutes les activités avancent là-dedans. Le choix du groupe Total Énergie est différent. Ils gardent l'activité lucrative, somme toute, surtout en ce moment, pour justement, en tout cas c'est leur discours, pour accélérer la décarbonation. C'est un choix différent que le nôtre. Très bien. Et enfin, quelles sont les personnes ou entreprises qui, à contrario, t'inspirent aujourd'hui dans ta façon d'innover ? Joker. Il y en a pas tant. Non. Ça peut être simplement l'engagement, sinon, d'une entreprise à pouvoir essayer de changer les choses et donc à prendre des risques pour que l'activité se transforme. Est-ce que là-dessus, ça peut être même d'autres personnes que tu connais dans des secteurs même différents qui, justement, vont avoir ce côté à oser les choses ? Alors, je vais paraître monomaniaque, mais je pense que le pari qu'a fait le groupe Engie était vraiment très osé. Ouais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est vraiment animé par cette envie d'accélérer les choses et de décarboner. L'aventure que nous vivons est une aventure de taille parce que effectivement tourner le dos à ce qui pouvait être le gain facile pour vraiment porter une conviction et œuvrer pour faire que cette conviction soit la réalité de tout un groupe de 100 000 personnes, je pense que c'est quelque chose qui en dit long. Ouais. Après, dans différentes industries, oui, effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Dans le domaine de la banque, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se font complètement éloignées de ce que nous faisons. L'intégration de l'IA dans ce qu'ils font, ce sont des choix difficiles mais assumés parce que ça apporte plein de fonctionnalités nouvelles pour leurs clients. Oui, je pense comme vous aussi, il y en a une partie qui se voit pas forcément. Exactement. En tout cas, exactement. Des tests, mais bon, c'est aussi de ça dont on aime parler. En tous les cas, ce qui est inspirant, et ça, j'ai vraiment l'intime conviction. Ce qui est inspirant, c'est vraiment de rester ouvert. Notre rôle en tant que directeur d'innovation, quel que soit le domaine, justement, je pense que nous apprenons beaucoup les uns des autres. Et notre rôle, c'est vraiment de rester ouvert à ce que les autres font bien, mieux que nous et moins bien que nous. Parce que, ça nous évite les fausses bonnes idées. Quand on se dit, je vais tester ça. Oui, mais il y en a qui ont testé avant toi, c'est pas la peine. Et puis, de voir ce qui marche et permettre justement d'accélérer. Et c'est vraiment ça l'intérêt des écosystèmes que l'on peut trouver justement avec BPI France, mais autres qui sont à échelle européenne ou même internationale. C'est vraiment ça qui peut être inspirant parce qu'on peut se retrouver face à des murs parfois et on se dit comment on s'en sort. Et effectivement, le fait de voir que d'autres ont géré la situation différemment, ça avec inspire. Un peu d'ingéniosité, ça peut être inspirant et ça peut éviter plein de mauvaises surprises. Écoute, j'espère que d'autres seront inspirés aussi par tes propos. Mais en tout cas, merci beaucoup Théma pour tous ces beaux apprentissages et cette belle conversation. Merci.
Et merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout. Si vous avez des questions à poser à Théma, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver pour notre prochain épisode. Et merci encore pour votre écoute.